Bonjour, j'ai 3 questions courtes. La première, c'est sur les anciens traitements, parce qu'on n'a pas beaucoup de médicaments disponibles dans le registre de l'alcool. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que la camprosate, la naltrexone ont encore une place? Et laquelle? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quand on parle binge drinking, on associe le plus souvent au sujet jeune. Qu'en est-il? Les binge drinking, c'est les sujets d'âge plus mûr. Est-ce que les répercussions sont les mêmes? Voilà. Et quel est l'impact, peut-on dire, en termes de pronostic, que s'il y a des ivresses avec blackout, on a un pronostic qui est plus péjoratif, ou est-ce que, au regard de ce que vous avez dit, on peut l'imaginer, mais est-ce que sur le plan clinique, on peut l'observer? Merci. Réponse courte, comme ça tout le monde peut parler. Vas-y, ça va venir. Ça va venir. Par rapport à la première question, ça va venir fort d'un coup, je pense. Ouais. Par rapport à la première question, c'est d'autant plus justifié de continuer à prescrire ces traitements que pour l'instant, ce sont les seuls traitements officiellement labellisés, autorisés dans le maintien d'abstinence. Il est possible qu'à terme, le baclofène acquiert une AMM dans le maintien d'abstinence, mais pour l'instant, naltrexone, acamprosate et un peu plus complexe à utiliser, disulfiram, sont les traitements autorisés en France et dans beaucoup d'autres pays dans le maintien d'abstinence. Deuxième point, il faut toujours évaluer le rapport bénéfice-risque de chaque traitement. Il y aura peut-être des traitements plus efficaces que d'autres, il y aura peut-être des traitements moins bien tolérés que d'autres. Et donc en pratique clinique, c'est bien d'avoir une gamme de traitements qui ne font pas tout à fait la même chose sur ces deux aspects. Deuxième partie de question. Alors le binge drinking, oui, donc c'est vrai que on a tendance à stigmatiser un petit peu les jeunes en disant qu'ils sont comme si c'était les seuls à faire du binge drinking. Ce n'est pas le cas. Parce que la majorité des projets à l'heure actuelle, si ce n'est la quasi-totalité, sont sur les jeunes, avec l'idée que le cerveau en maturation est beaucoup plus fragile. Donc peut-être que c'est vrai que ce qu'on voit ici n'est pas directement transposable à ce qui se passe à l'âge adulte. Mais ce qui est intéressant, c'est cette notion que peut-être le fait que le binge drinking touche les mêmes structures qu'un patient alcoolique chronique, que le binge drinking a été montré également comme un facteur de risque dans le développement d'une addiction à l'alcool, on se demande si c'est pas un endophénotype et que finalement un binge drinker, c'est quelqu'un qui finalement devient également a plus de risque de devenir alcoolodépendant. Donc relativement je ne peux pas vous répondre sur le binge drinking, l'impact cérébral du binge drinking chez les adultes, parce qu'à ma connaissance, il y a plutôt eu des études sur le sevrage, le fait d'avoir des sevrages répétés ou pas, etc., mais pas aussi précises qu'on le fait actuellement sur les jeunes. Sur les blackouts, bien évidemment, alors une chose à savoir également sur les blackouts, c'est que les blackouts, on les voit plus facilement en évidence que les alcoolisations ont été rapides. Donc il y a aussi cette notion de binge associée à du blackout. Donc là, ça rejoint un petit peu aussi la première question, c'est que oui, on suspecte que du binge drinking et pourquoi pas des blackouts plus facilement évidents sont associés à une plus forte neurotoxicité. En tout cas, la modélisation animale apporte beaucoup en nous disant que attention, parce que le binge est des fortes intoxications massives, rapides, comme ça, et des retours à zéro, avec potentiellement, vous voyez, ce que j'ai pas eu le temps de décrire, c'est qu'il y a un effet retard, il y a des effets neurotoxiques qui se développent même quand l'alcool n'est plus là. Bon, l'alcool est à zéro dans le cerveau, mais on a des processus d'atteinte ici de la plasticité synaptique qui sont apparents et encore plus graves à 48 heures qu'à 24 heures. Donc il y a des tas de processus qui se déclenchent par ces alcoolisations massives et notamment des processus inflammatoires. On vient de s'apercevoir que l'alcool, par exemple, interagissait directement avec des récepteurs de l'inflammation type Toll récepteur, le 4. Et donc ça, en termes de neurotoxicité et d'impact du binge drinking, on a une idée, des pistes assez sérieuses relativement à une plus forte toxicité de ce comportement de binge drinking. Merci. Il y a un complément de réponse Pour la première question, il y a une nouvelle étude japonaise entre la camprosate et le placebo qui n'est pas encore publiée, qui est assez favorable pour la camprosate, pour continuer l'abstinence. Alors là, il y a quelque chose de nouveau. Un deuxième point, si on regarde la thérapie ciblée, la génétique, bien sûr, nous donne quelques idées à qui on pourrait donner la naltrexone, peut-être aussi la nalmefène, mais aussi la camprosate. Il y a quelques données là. Mais aussi l'imagerie cérébrale. On peut caractériser un sous-groupe de patients qui répond bien ou meilleur à la naltrexone que l'autre sous-groupe. Alors il y a plusieurs approches là
qui marche bien. En cours, il y a encore de la place pour ces 2 médicaments. Merci. Michael, simplement sur le prolongement de la question posée par Katia, est-ce qu'en matière de pronostic tardif chez les bingers, de ton expérience notamment sur le modèle animal, est-ce qu'il y a des appétences plus élevées chez ceux qui ont bingé à l'adolescence? Est-ce que tu as gardé par exemple tes animaux et voir s'ils sont plus appétents que les autres quand ils ont fait des épisodes de binge à l'adolescence? En gros, tu as compris ce que je veux dire, quoi. Mais c'est exactement ce qu'on a montré, c'est qu'on arrive très facilement à ce qu'ils atteignent des niveaux de consommation assez impressionnants. Ok. Et ils deviennent hyper motivés. Juste pour ajouter un mot, il ne faut pas oublier que la composate aussi, si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai travaillé il y a très longtemps sur la composate, c'était un effet intéressant du point de vue de la neuroprotection. Donc ça, c'est à garder à l'esprit également, hein, en termes de sevrage répété, etc. Quelque chose qui pourrait être intéressant avec la composate. Oui, présentez-vous. Oui, Étienne Pau des Hospices Civils de Lyon. Donc expérimentations qui sont très intéressantes. J'avais une question en fait sur les rats. Est-ce que vous avez des rats qui étaient finalement outsiders ou même outliers sur les complications et avec une possible identification de facteurs protecteurs par rapport aux complications que vous évoquez? C'est une très bonne question, sauf que là, 100% de nos rats ont reçu une administration passive en fait. On n'a pas, voilà. Donc, en fait, ce que j'ai pas le temps de vous montrer, mais qu'on est en train de faire, c'est on duplique l'étude, mais avec des animaux qui s'adonnent au binge drinking volontairement, et avec des animaux, je vous dis, en 15 minutes, qui sont à 3 grammes par litre, et d'autres qui sont à 0,5 grammes par litre, ou très peu. Donc là, on va vraiment pouvoir voir l'incidence d'une consommation volontaire, voilà, et intégrer quelque chose également qu'on sait de la clinique, hein, c'est que des études menées aux États-Unis, notamment par l'équipe de Suzanne Tappert, font du prospectif, suivent des adolescents avant même qu'ils n'aient consommé toute substance, à l'âge de 12-13 ans, et on voit déjà des différences dans la maturation cérébrale et que les produits dont l'alcool viennent perturber ça. Donc il y a aussi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des facteurs de prédisposition et des différences interindividuelles au départ qui font que le comportement de binge drinking ne va pas être le même et on ne va pas avoir la même incidence à court terme et à long terme. On n'a pas encore fait ça, nous, chez l'animal, parce qu'on vient de mettre en place le modèle de binge drinking volontaire. Merci. Une question en bas. En attendant, je voudrais poser une question à Benjamin sur ce que tu as montré tout à l'heure, et tu l'as dit très justement. Concernant le baclofène, chez les patients qui ont une grosse consommation, chez lesquels on a la tentation légitime d'augmenter le baclofène, et on aura un effet de cumul à la fois de l'alcool et de l'effet du baclofène. On a bien compris qu'il fallait être prudent. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment tu fais? On a besoin d'avoir un peu quelques éléments de ta cuisine personnelle ou bien lilloise. C'est du bon sens. Oui. C'est que dans un contexte où il y a plus de risques de survenue d'éléments de sédation, on revoit les patients plus fréquemment, on les prévient avant d'augmenter les doses, qu'il y a ce risque et que donc il faut qu'ils soient vigilants eux-mêmes pour nous le signaler. Voilà. Effectivement, donc on leur demande de ne pas conduire, c'est une contre-indication dans les RTU. De toute façon, la conduite automobile en augmentation des doses. Après, c'est du bon sens clinique. Je pense qu'il n'y a rien de spécifique à Lille là-dessus. Parfait. Patrick? Oui, c'est une question qui s'adresse à Michael. Je voulais savoir si dans ton modèle d'induction chez le ratounet adolescent et non adulte, tu avais pu mettre en évidence l'implication d'un système plus particulièrement chez le rat adolescent que chez le rat adulte. On a des premiers résultats où on a fait un criblage de modification de système de neurotransmission et on s'est focalisé beaucoup sur tous les systèmes qui sont impliqués dans l'addiction, si tu veux. Donc on retrouve des acteurs qui seraient intéressants et qui pourraient nous expliquer aussi pourquoi il y a ce comportement plutôt addictif à l'âge adulte. Sinon, quelque chose de très intéressant également, c'est qu'on a criblé tout un panel de gènes qui sont impliqués dans les phénomènes épigénétiques. Parce que ce qui nous intéresse également, c'est essayer de comprendre comment l'alcool peut avoir des effets à aussi long terme sur l'expression des gènes. Et là, on a été un petit peu étonné, c'est qu'on a trouvé vraiment un nombre assez impressionnant de gènes qui sont régulés à l'âge adulte après cette intoxication répétée à l'adolescence. Donc c'est en cours, on essaye de trouver des pistes, mais j'ai pas de système. Il y a vraiment plusieurs systèmes, et c'est ce qu'on a publié déjà, qui sont perturbés par l'alcoolisation précoce. Et ce qui nous trouble un petit peu aussi, c'est qu'on retrouve un peu les mêmes systèmes avec une alcoolisation fœtale. Et même là, sur les histoires de plasticité, c'est frappant de voir qu'on retrouve un peu les mêmes systèmes, le système glutamatergique et certains acteurs qui sont touchés par cette alcoolisation qui a eu lieu in utero ou à l'adolescence. Parfait. Une dernière question? Oui, un bracelet ici à droite.
Voilà. Actually, two questions. A quick one for Mikhail. Have you used either the drinking in the dark or the every other day drinking or the repeated stress drinking in the adolescents to get them to start on their own without injecting them? No, my own model, not the drinking in the dark one. Yeah, we've created our own crazy ones too. They're permutations, but we found that each of these is pretty good. Carl, you've had probably the greatest experience with using Nemephene, and I appreciate you not discussing so much during your talk because you have done research with Nemephene, but the reduction of drinking, i.e., as we would say, on demand or on decision by the subject to take Nemephene before a proposed episode of exposure and or temptation or whatever you wish to call it. Have you found over long periods of time, i.e. 6 months or a year or more, that you get the persistent positive effect? And how much do you think is a kappa partial agonism versus a mu antagonism? Do you have an hour or two? Terminé. Alors là, les études, on avait une durée de 6 mois ou 1 an. Alors on est très sûr que ça marche au moins pour 1 an, avec une réduction quand même substantielle. Et ça m'a vraiment étonné. Hein. Je ne croyais pas au début. Alors là, pour l'histoire kappa, ça c'est autre chose. Là, il faudrait demander une certaine Mary-Jean Creek, parce qu'elle a travaillé là-dessus plus que le reste du monde. Il est possible, d'après moi, il est possible que ça joue un rôle et que ça donne un autre aspect en plus du fonctionnement de l'analtrexone. Probablement. Et tu l'as montré ce matin très bien que là, il y a une piste qui est intéressante. Ok. Oui. Allez-y, très court, on est obligé de libérer l'auditorium. Donc j'ai une question un peu naïve. Moi je suis généraliste, je suis addictologue également, et je me pose une question quant à l'exposé sur l'élaboration des recommandations de bonne pratique. Dans quelle mesure, compte tenu du fait que le financement est fait par l'industrie pharmaceutique pour une part, et que les experts ont des liens d'intérêt avec aussi l'industrie pharmaceutique, dans quelle mesure peut-on faire confiance finalement à ces recommandations? Dans quelle mesure ces recommandations sont-elles exemptes de conflits d'intérêts également? Alors là, je pense que c'est une question extrêmement importante, c'est clair. Hein. Mais je vous rappelle que les trois parmi les 4 recommandations en Europe étaient faites sans argent de l'industrie. C'est l'Angleterre, aussi l'Australie et l'Allemagne. Et c'était uniquement ici en France où il y avait de l'argent de l'industrie impliqué. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas jouer un rôle. Mais chez nous, avec ce règlement extrêmement, on pourrait dire, teutonique, et avec les 50 sociétés impliquées, il n'est pas possible qu'une personne ou 2 personnes vraiment foncent le reste de ce groupe de leur suivre, si on veut. Mais vous avez raison, c'est pas seulement le côté pharmaceutique, mais aussi le côté des gens qui profitent de suivre le traitement qui a comme but l'abstinence. Il y a de l'argent là aussi. Et ces gens-là, ils faisaient aussi partie de ce groupe-là. Alors, même avec ce règlement qu'on a chez nous, je suis assez pessimiste maintenant après ce processus. On ne peut pas éviter complètement ces intérêts, ces liens d'intérêt. Et c'est pour cela, je pense qu'il faut faire le prochain pas, qui serait de comparer les différents exemples qu'on a maintenant en Europe, pour voir s'il y a des grandes différences, des petites différences, et s'ils sont liés à des liens d'intérêt ou pas. Alors une harmonisation dans l'Europe, ce serait le prochain point.
Mais vous avez raison, il y a un problème. Okay. Merci. Un petit mot simplement avant de partir, et j'ai 2 annonces à faire. Les conflits d'intérêts, évidemment, concernent essentiellement l'industrie pharmaceutique. De toutes les façons, c'est un débat en France, on le sait. Il y a de plus en plus de publications, y compris dans la presse grand public. Il y a des choses qui ont évolué, notamment sur la déclaration des conflits et des liens d'intérêt. Et les conflits d'intérêt ne concernent pas que l'industrie pharmaceutique. On a tendance à oublier qu'il y a des conflits d'intérêt de type idéologique et de type politique qui clairement sont plus difficiles à cerner. Il y a, par exemple, dans des pays dans le monde où le médicament est interdit parce que vous avez des lobbies de la non-prescription qui sont bien plus puissants que l'industrie pharma et qui sont animés et compris par des postures de type idéologique et politique. Donc c'est vrai de le signaler, c'est très juste. L'idée, c'est évidemment de les signaler, de les montrer. Et puis, j'allais dire, le consommateur fait son choix. C'est nous les consommateurs, c'est-à-dire les prescripteurs. Et ce n'est pas évident. C'est un débat dans lequel on y est, on va devoir l'assumer tous de manière collective. Un petit mot et puis 2 annonces parce qu'on est obligé de quitter la salle. Non, juste la même chose, c'est-à-dire que dans la question des liens d'intérêt, il y a la question de qu'est-ce qui nous influence. Et effectivement, on peut être influencé par d'autres choses que par l'industrie pharmaceutique. Deuxièmement, pour avoir participé aux recommandations françaises, plus de la moitié du groupe de travail sur les recommandations françaises n'a aucun lien d'intérêt. Les liens d'intérêt sont disponibles sur le site de la SFA. Donc encore une fois, ce n'est pas une garantie absolue de transparence, mais ça veut dire qu'il y avait dans le groupe de travail des gens qui n'avaient aucun lien avec l'industrie pharmaceutique. On suppose que si jamais il y avait une collusion des gens qui avaient un lien d'intérêt pour favoriser tel ou tel médicament, il y avait des gens qui n'étaient pas liés avec l'industrie pour pouvoir corriger ça. En tout cas, du travail. Alors, avant de quitter la salle, 2 éléments importants. D'abord, remercier l'ensemble des orateurs pour la qualité de leurs interventions. On a affaire à des gens qui, évidemment, on l'a bien compris, qui connaissaient leur sujet, tant mieux. Et puis j'espère que vous avez pris quelques éléments sur un axe précis lié aux problématiques d'alcool. On a essayé d'innover et j'espère qu'on y est arrivé. Alors, deuxième information importante, je reprends ce qu'avait dit Arcade en début de session. Voilà, donc pour le dîner de gala, vous avez tous les éléments avec l'horaire du rendez-vous, le déplacement. Et pour ceux qui loupent le bus, vous avez la possibilité de vous aiguiller avec l'adresse qui est en bas. Et puis, je pense qu'on aura tout dit. Et puis, je voulais vous remercier et vous dire qu'à 17h, ici, il y a un très beau débat que Jean-Pierre Deloued et son équipe ont mis longtemps à monter, qui sera modéré par Christophe Ondelat, sur la conférence d'abat sur la guerre de la drogue est-elle un échec. En tout cas, je vous remercie d'avoir été attentifs et à très bientôt.